L'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale était structurée autour de 7 niveaux de soldats enrôlés. C'est ici que vous trouverez la grande majorité des combattants, les hommes qui ont porté le poids réel de la guerre sur leurs épaules. Ces grades constituent la fondation absolue de toute la pyramide militaire. Le private est l'entrée absolue dans la machine militaire américaine. Pas d'insigne, pas de galon, pas d'autorité, juste un homme, son fusil un garant, et l'ordre de suivre. Pour les millions de jeunes Américains appelés sous les drapeaux entre 1941 et 1945, c'est là que tout a commencé. Sa solde, $50 par mois. Son rôle, apprendre, obéir et survivre. Le Private First Class portait un seul chevron, pointe vers le haut, sur la manche. Ce galon paraît modeste, mais pour un jeune soldat, le gagner représentait une transformation fondamentale. Il n'était plus une recrue brute. Il était un soldat. Sans autorité de commandement formelle, le PFC se voyait confier les tâches plus complexes, souvent la mitrailleuse automatique Browning BAR dans une section d'infanterie. Le corporal arborait 2 chevrons. Premier grade de sous-officier de l'armée américaine, il détenait une autorité réelle sur les soldats en dessous de lui. Chef d'équipe en combat, il était souvent le premier à prendre le commandement si le sergent tombait. Le caporal était un meneur, formé pour agir sous pression, maintenir la discipline dans le chaos et garder ses hommes en vie pendant les assauts. En 1942, l'armée américaine a créé quelque chose d'unique, le système des techniciens. Le T5 portait 2 chevrons identiques à ceux du caporal, mais avec un T majuscule en dessous. Même solde, autorité 0. Ce soldat était un spécialiste, opérateur radio, mécanicien, cuisinier, conducteur de jeep. Son expertise technique était irremplaçable pour la logistique de guerre, mais il ne pouvait pas donner un seul ordre au moindre soldat. 3 chevrons. Chef de section. Père, disciplinaire, et tacticien pour 12 hommes. Le sergent était l'épine dorsale de l'infanterie américaine. Dans le fracas du combat, c'est sa voix que les soldats cherchaient. C'est lui qui menait l'assaut, qui gérait les pertes, qui maintenait la cohésion quand tout s'effondrait autour. Armé du Thompson ou du M1 carbine, il portait sur ses épaules la réussite ou l'échec de chaque opération de section. Le T4 partageait les 3 chevrons du sergent, avec ce T distinctif qui marquait immédiatement sa différence. Conducteur de char d'expérience, mécanicien senior, ou opérateur radio de bataillon, le T4 maintenait la machinerie complexe de la guerre moderne. Sans lui, les blindés restaient immobiles, les communications s'effondraient, les réparations critiques n'arrivaient jamais. Il ne commandait personne, mais son absence pouvait paralyser une unité entière. 3 chevrons et un arc. Le staff sergent était généralement sergent de peloton ou chef de section dans un peloton d'armes lourdes. Il assistait le lieutenant de peloton et quand cet officier manquait d'expérience, c'est le staff sergent qui faisait réellement tourner l'unité. Vétéran endurci, souvent en service bien avant Pearl Harbor, il représentait la mémoire vivante et opérationnelle du peloton face à l'adversité. 3 chevrons, un arc et le T. Les T3 opéraient au niveau des quartiers généraux de division ou dans des spécialités hautement techniques. Cryptographie, réparation de matériel lourd, opération radar. Experts absolus dans leur domaine, ils étaient parmi les soldats les mieux formés de toute l'armée. Éloignés de la chaîne de commandement tactique, ils étaient pourtant au cœur de la capacité opérationnelle américaine à grande échelle. 3 chevrons et 2 arcs. Le technical sergent était un sous-officier supérieur, souvent sergent de peloton dans un peloton de fusiliers d'infanterie. En l'absence d'officier, il prenait le commandement, coordonnant les mouvements de plusieurs sections, gérant les munitions, assurant la liaison tactique entre les soldats et les officiers supérieurs. C'était un pont humain indispensable entre les décisions du commandement et la réalité brutale du terrain. 3 chevrons, 3 arcs,
et un losange central. Voilà le premier sergent, le Topkik, le vieux de la compagnie. Il dirigeait l'administration complète de la compagnie, rapports journaliers, rôle de service, discipline, approvisionnement. Tout passait par lui. Chaque soldat enrôlé savait une chose, on ne contrarie pas le premier sergent. Il transformait les ordres du capitaine en réalité quotidienne et veillait sur la tradition de l'unité. 3 chevrons, 3 arcs, mais pas de losange. Le master sergent n'administrait pas une compagnie, il gérait les défis logistiques colossaux d'un bataillon ou d'un régiment entier. Après 15 ou 20 ans de service, ces hommes étaient les soldats les plus expérimentés de l'armée américaine. Ils ne géraient pas les privates, ils déplaçaient des armées. Spécialistes en logistique, maintenance ou opération, ils étaient l'intelligence technique du commandement. Entre les soldats enrôlés et les officiers commissionnés, existait une catégorie souvent mal comprise, les varans-officiers. Ces hommes dépassaient en grade même le master sergent, mais restaient en dessous de tous les officiers commissionnés. Ni vraiment soldats du rang, ni vraiment officiers, ils habitaient un espace intermédiaire unique dans la hiérarchie américaine. Une barre dorée avec 2 bandes d'émail brun. Le Warrant Officer Junior Grade était le pilote de planeur qui guidait des troupes derrière les lignes ennemies, le gestionnaire de parc automobile ou le chef d'orchestre militaire. Reconnu au-dessus de tout enrôlé, salué en conséquence, mais sans commandement d'unité de combat. Ces hommes possédaient une expertise technique pointue que l'armée ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre sur le champ de bataille. Une barre dorée, une seule bande d'émail brun. Ces vétérans de longue date commandaient un respect profond grâce à leur expertise spécialisée accumulée sur des années, parfois des décennies de service. Salués par tous les enrôlés, ils ne commandaient généralement pas d'unité de combat, ils résolvaient les problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. Véritables réparateurs de l'impossible, leur valeur était technique, précieuse et irremplaçable à chaque niveau de l'organisation militaire. Les officiers commissionnés recevaient leur autorité directement du président des États-Unis. Ils formaient 3 niveaux distincts, les officiers de compagnie qui menaient les hommes au combat, les officiers supérieurs qui coordonnaient les bataillons et régiments, et les généraux qui déplaçaient des armées entières sur la carte d'Europe ou du Pacifique. Une barre dorée, surnommée le buté-barre. Ces jeunes officiers sortis des écoles accélérées de formation en 90 jours avaient le grade le plus dangereux de toute l'armée. Ils commandaient 30 à 40 hommes en combat direct, souvent avec moins d'expérience pratique que leur sergent-chef. Leur taux de perte était effroyablement élevé. Beaucoup n'ont pas survécu assez longtemps pour être promus. Leur courage dépassait souvent leur formation. Une barre argentée unique. À ce stade, l'officier était un survivant. Il connaissait la réalité du front. Souvent officier exécutif de compagnie, le second en commandement, il gérait l'échelon arrière et était prêt à prendre le commandement si le capitaine tombait. Son expérience accumulée au feu faisait de lui le pivot silencieux entre le commandant et les hommes, maintenant la cohésion opérationnelle dans les moments les plus critiques du combat. 2 barres argentées reliées. Le commandant de compagnie. Il dirigeait jusqu'à 200 hommes, connaissait chacun par son prénom, et rédigeait les lettres envoyées aux familles des soldats tombés au combat. Le capitaine prenait des décisions de vie ou de mort sous le feu direct, équilibrant les ordres reçus du bataillon avec la réalité tactique devant lui. Point de pivot absolu entre la stratégie du commandement supérieur et l'exécution brutale sur le terrain. Une feuille de chêne dorée. Le major était l'officier exécutif de bataillon ou l'officier des opérations S3. Son rôle, transformer le plan du commandant en réalité coordonnée. Soutien d'artillerie, logistique, mouvement de troupes, tout passait par sa coordination méticuleuse. Un poste de pression intense qui exigeait une maîtrise organisationnelle absolue. Sans un bon major, même le meilleur plan de bataillon s'effondrait dans le chaos de l'exécution sur le terrain.
Une feuille de chêne argentée, rappel de la règle ancienne, l'argent prime sur l'or. Le lieutenant-colonel commandait un bataillon de 800 à 900 hommes, incluant compagnie de fusiliers, compagnie d'armes lourdes et état-major. Rarement en première ligne, il dirigeait la bataille depuis son poste de commandement par radio et estafette, coordonnant les unités avec une vision d'ensemble que les officiers de compagnie ne pouvaient pas avoir depuis leurs positions avancées. L'aigle argenté, le Full Bird. Commandant de régiment de plus de 3000 hommes, le colonel était souvent un officier de carrière ayant servi depuis la Première Guerre mondiale. Sa mission, assurer le succès stratégique d'une grande unité de combat en coordonnant l'infanterie, l'artillerie et les blindés sous son commandement. À ce niveau, la guerre n'était plus seulement tactique, elle devenait opérationnelle, exigeant vision, expérience et une autorité naturelle absolue. Une étoile. Le brigadier général était commandant de brigade ou commandant adjoint de division, souvent chargé de diriger une task force spécifique ou de superviser les opérations de première ligne d'une division entière. Premier grade de général, il était déjà responsable de plusieurs milliers de soldats. Son commandement exigeait une capacité unique à traduire les ordres stratégiques en actions tactiques concrètes et immédiatement exécutables par les unités subordonnées sur le terrain. 2 étoiles. Commandant de division, une force de 15 000 hommes incluant régiment d'infanterie, bataillon d'artillerie, bataillon du génie et unité de soutien. Le major général était le PDG d'une petite ville en mouvement constant, combattant en permanence. Sa capacité à maintenir la cohésion opérationnelle entre des dizaines d'unités disparates, sur des dizaines de kilomètres de front, définissait littéralement le succès ou l'échec d'une campagne militaire entière sur un théâtre d'opération. 3 étoiles. Le lieutenant général commandait un corps d'armée, 2 divisions ou plus. À ce niveau, la guerre devenait un art opérationnel à part entière. Coordonner les mouvements de dizaines de milliers de soldats, gérer des flux logistiques colossaux, anticiper les contre-offensives ennemies sur un front de plusieurs centaines de kilomètres. Ces généraux n'étaient plus des tacticiens, ils étaient des architectes de campagne, façonnant l'issue de batailles décisives par leur seule coordination stratégique. 4 étoiles. Des hommes comme Patton et Bradley portaient ce rang. Commandants d'armées de terrain entières, des centaines de milliers de soldats, ils opéraient à l'intersection de la stratégie militaire, de la politique internationale et de l'effort industriel massif de la nation en guerre. Chaque décision prise à ce niveau pouvait redessiner des frontières, inverser le cours d'une campagne entière, ou précipiter la défaite d'une puissance ennemie sur un continent. 5 étoiles disposées en cercle. Créé en décembre 1944 pour placer les commandants suprêmes américains sur un pied d'égalité avec les maréchaux britanniques, ce grade n'a été accordé qu'à 4 hommes, George Marshall, Douglas MacArthur, Dwight D. Eisenhower et Henry A. Arnold. Ces hommes ne commandaient pas des armées, ils commandaient des théâtres de guerre entiers. Ils répondaient uniquement au président. Ils décidaient du destin de nations. Quel grade vous fascine le plus dans cette hiérarchie? Le technicien oublié dont personne ne prononce le nom? Le sous-lieutenant condamné dès sa promotion? Ou peut-être le premier sergent, celui qui faisait réellement tourner la compagnie? Dites-le en commentaire, et si cette analyse vous a appris quelque chose, abonnez-vous. L'histoire militaire n'a pas fini de vous surprendre.